Ce qui s'est passé au mariage de ma fille. Je ne l'oublierai jamais, même si je vis encore 100 ans. L'homme qui prétendait l'aimer m'a enfoncé le visage dans le gâteau devant tout le monde. J'ai entendu des rires, j'ai entendu des moqueries, j'ai vu ma fille baisser les yeux et moi, je suis resté là avalant ma honte et du sucre glace. Jusqu'à ce qu'une seule phrase, une toute petite phrase, fasse changer la couleur du visage de cet individu. Et ce jour-là, il a découvert qui j'étais vraiment. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, il y a une nouvelle histoire qui pourrait être la vôtre, celle de votre père ou celle de quelqu'un que vous connaissez. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Je m'appelle Gérard Moreau-Blanchard et j'ai 72 ans. Ce que je vais vous raconter s'est passé au mariage de ma fille. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire que c'était réel. Je suis arrivé à la salle de réception avec mon costume de toujours, celui que je porte quand l'occasion est importante. Ce n'est pas une grande marque, il n'a pas d'étiquette chic, mais il est propre, bien repassé. Et je l'ai acheté avec de l'argent honnêtement gagné il y a plus de 10 ans. Dans la poche intérieure, je portais la montre de mon père, la seule chose qu'il m'a laissée quand il est parti. Je pensais offrir cette montre à Élodie comme cadeau de mariage, parce que cette montre a survécu à la pauvreté de mon enfance, au travail acharné, aux années de sacrifice. Je pensais qu'elle comprendrait sa valeur, mais dès que j'ai mis le pied dans la salle, tout a commencé à mal tourner. À l'entrée, il y avait un type en costume noir avec une liste à la main. Il m'a regardé de haut en bas, s'arrêtant sur mes chaussures, sur mon costume, sur ma cravate, et il a froncé les sourcils comme si quelque chose le dérangeait. J'ai dit mon nom d'une voix ferme. Gérard Moreau-Blanchard, père de la mariée. Il a passé son doigt sur la feuille 1 fois, 2 fois, 3 fois, sans trouver. « Je ne vois pas votre nom ici », a-t-il dit sans me regarder en face. « Vous êtes sûr d'avoir été invité ?» J'ai senti le sang me monter au visage. « Je suis le père de la mariée », ai-je répété. Il a soupiré, a continué à chercher et a finalement trouvé mon nom tout en bas de la liste, presque sur le bord, écrit en lettres plus petites que les autres. Il a pointé le fond de la salle sans rien dire de plus. J'ai marché entre les tables décorées de fleurs blanches et de nappes en satin synthétique, sentant le regard des invités transpercer mes vêtements. Une femme a chuchoté quelque chose à son mari quand je suis passé à côté d'elle. Il s'est retourné pour me regarder et a laissé échapper un petit rire. Ma table était à côté de la porte de la cuisine, dans le coin le plus éloigné de la salle. Chaque fois qu'un serveur entrait ou sortait, la porte s'ouvrait d'un coup et cognait contre le dossier de ma chaise. À la table, il y avait 3 personnes que je n'avais jamais vues de ma vie. Un jeune couple qui parlait à voix basse entre eux et un type qui ne quittait pas son téléphone des yeux. « Bonsoir », ai-je dit en m'asseyant. Personne n'a répondu. J'ai regardé vers l'avant de la salle et j'ai vu mon ex-femme, Martine, à la table d'honneur, riant avec les parents du marié, comme s'ils étaient de vieux amis de longue date. Vers moi, elle n'a même pas tourné la tête. C'est là que je l'ai vue arriver. Thibault Beaumont, le marié de ma fille, passait entre les tables, serrant des mains et recevant des félicitations. Quand il est arrivé à ma table, le sourire a disparu de son visage. Il m'a regardé quelques secondes sans rien dire, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire de moi. Puis il a parlé fort, assez fort pour que les tables autour entendent. « J'espère que vous allez vous tenir correctement aujourd'hui et ne pas causer de problème. Restez à votre place et n'approchez pas de la table d'honneur. C'est compris ?» Il ne m'a pas serré la main. Il n'a pas dit « Soyez le bienvenu ». Il est juste resté là, à me fixer, attendant que j'acquiesce. Et quand il a vu que je ne hochais pas la tête, il a tourné les talons et est parti. Un homme de la table voisine m'a regardé avec pitié. Ça m'a fait plus mal que les paroles de Thibault. J'ai serré la montre de mon père dans ma poche jusqu'à ce que le métal me coupe presque la main. J'ai respiré profondément, essayant de me calmer. Je suis là pour Élodie, me suis-je dit. Seulement pour elle. Je l'ai cherchée du regard et je l'ai trouvée de l'autre côté de la salle, entourée d'amis qui arrangeaient à son voile. Elle était magnifique. La robe blanche lui allait comme si elle avait été faite sur mesure. J'ai eu envie de me lever, d'aller la serrer dans mes bras, de lui dire que j'étais fier, que je l'aimais, mais alors j'ai remarqué quelque chose qui m'a figé sur place. Elle regardait dans toutes les directions, saluait tout le monde, mais jamais, pas une seule fois,
Elle ne s'est tournée vers l'endroit où j'étais assis, comme si elle savait exactement où on m'avait placé et qu'elle évitait de regarder dans ce coin. La cérémonie civile a été rapide. Le maire a dit quelques mots, ils ont signé, tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi, mais ma main semblait peser 1 tonne. Ensuite sont venus les discours. Le père de Thibault a pris le micro et a parlé pendant une 15aine de minutes. Mon fils est un exemple de travail acharné. Il a construit son entreprise à partir de rien. Je suis fier de ce garçon. Chaque mot me retournait l'estomac. Philippe Beaumont. Il y a 20 ans, cet homme était mon associé. Il y a 20 ans, il m'a roulé dans la farine sur un contrat qui valait une fortune et il a disparu sans jamais plus me regarder en face. Mais je n'ai jamais porté l'affaire en justice, parce que quand j'ai enfin réussi à rassembler des preuves, Élodie sortait déjà avec Thibault. Je n'ai pas voulu que ma fille porte ce fardeau. Le moment du gâteau est arrivé. 5 étages de génoise et de crème, couverts de fleurs en sucre. Thibault a pris le micro et a dit « Avant de couper, je veux faire quelque chose de spécial, quelque chose que personne ici n'oubliera. » Le sang s'est glacé dans mes veines. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que quelque chose de mauvais allait arriver. « Je veux inviter le père de la mariée à goûter la première part, » a-t-il dit en me montrant du doigt. « C'est le moins que je puisse faire pour l'homme qui a donné la vie à mon épouse. » Quelques personnes ont applaudi. Une femme à ma table m'a donné un coup de coude. « Levez-vous, on vous appelle. » J'ai marché vers le centre de la salle, sentant tous les regards sur moi. Thibault m'attendait à côté du gâteau avec un sourire qui ne me disait rien de bon. Quand je suis arrivé, il a posé sa main sur mon épaule. La pression était forte, presque douloureuse. « Merci d'être venu », a-t-il murmuré bas, juste pour que j'entende. Puis, il a pris une assiette avec un gros morceau de gâteau et l'a approché de mon visage. J'ai pensé qu'il allait me l'attendre. J'ai pensé que c'était un geste de paix, mais au lieu de ça, il m'a enfoncé le visage directement dans la crème de toutes ses forces. J'ai senti le froid du glaçage dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus voir. J'ai entendu les rires exploser autour de moi. Quelqu'un a crié « C'est comme ça qu'on nourrit ceux qui viennent en pique-assiette » Et je suis resté là, figé, le visage enfoncé dans le gâteau, incapable de bouger. Je me suis relevé lentement. La crème coulait sur mon visage et descendait dans le col de mon costume. Les yeux me brûlaient à cause du sucre. J'ai cherché Élodie désespérément. Je l'ai trouvée au fond de la salle, le regard fixé au sol. Elle ne riait pas, mais elle ne bougeait pas non plus. Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. À côté d'elle, Martine me regardait, avec cet air de mépris que je connais bien trop. Thibault était toujours à côté de moi, souriant pour les photos. « Souriez, beau-père, a-t-il dit. C'est juste une plaisanterie, ne soyez pas rabat-joie. » Les flashs des appareils m'aveuglaient, les rires continuaient, et moi, là, avec la crème qui coulait dans mon cou, avalant ma honte et du sucre, sans savoir quoi faire. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a déchiré la poitrine. Mon frère Pascal était à l'une des tables du milieu, levant sa coupe en direction de Thibault. Il riait à gorge déployée, tapant du poing sur la table. Mon propre frère, celui à qui j'ai prêté de l'argent quand il a tout perdu. Celui que j'ai défendu quand personne ne voulait plus entendre parler de lui. J'ai crié avec mon regard, voulant qu'il me voie, qu'il comprenne. Mais il ne me regardait pas. Il regardait Thibault et il criait « Bien joué, mon pote, bien joué !» Et il trinquait avec les gens autour. J'ai senti que quelque chose s'était brisé en moi, quelque chose qu'on ne pourrait pas réparer. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Je laissais une traînée de crème sur le sol de granit brillant. J'entendais les chuchotements derrière moi, les petits rires mal dissimulés. J'étais presque arrivé à la porte quand quelque chose m'a fait m'arrêter. J'ai senti un regard différent. Je me suis retourné et j'ai vu un monsieur à une table tout près, cheveux blancs, costume impeccable, regard profond. Il ne riait pas, il ne chuchotait pas. Il me fixait simplement avec intensité, comme s'il savait quelque chose que tout le reste de ces gens ignorait. Nos yeux se sont croisés pendant une seconde, et dans son regard, pour la première fois de toute cette soirée, j'ai vu quelque chose qui n'était ni moquerie ni mépris. J'ai vu de la reconnaissance. J'avais besoin de me nettoyer. J'avais de la crème dans l'oreille, entre les doigts, collée dans le cou.
Chaque fois que je respirais, je sentais cette odeur sucrée du glaçage mélangée à mon humiliation. J'ai demandé à un serveur où étaient les toilettes. Au fond du couloir, a-t-il répondu sans me regarder en face, comme si j'étais contagieux. J'ai marché vite, tête baissée, sentant la crème sécher sur ma peau. Je voulais juste de l'eau froide sur le visage, 5 minutes seul. Mais avant d'arriver aux toilettes, j'ai entendu des pas derrière moi, des pas pressés, déterminés. Je me suis retourné et j'ai vu qui c'était. Thibaut venait vers moi avec ce sourire que j'apprenais déjà à détester. Il m'a attrapé par le bras et m'a fait pivoter face à lui. « Vous allez où » a-t-il demandé. « Aux toilettes. J'ai besoin de me nettoyer. » Il a secoué la tête, refusant. « Ces toilettes ne sont pas pour vous, c'est pour les vrais invités. » Il a montré une petite porte étroite au bout du couloir, du côté de la cuisine. « Utilisez les toilettes du personnel. » « C'est là que vous avez votre place. » Il a parlé fort, sans baisser le ton. À ce moment-là, 2 femmes descendèrent le couloir. Elles se sont arrêtées quand elles ont entendu. L'une d'elles, une blonde en robe rouge, a laissé échapper un petit rire et a chuchoté quelque chose à l'oreille de l'autre. L'autre a détourné le regard mais n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Thibaut restait planté devant moi, les bras croisés, attendant que j'obéisse. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-il dit. « Vous n'avez pas entendu. Toilette du personnel, là-bas. » J'ai senti le sang bouillir. J'ai serré les poings. Pendant une seconde, j'ai pensé à lui tenir tête, à lui dire tout ce que je pensais de lui et de cette famille de gens sans parole. J'ai pensé à lui coller mon poing dans la figure, mais alors j'ai pensé à Élodie, à sa robe blanche, au jour qui était censé être le plus beau de sa vie. Si je faisais un esclandre ici, elle porterait cette honte pour toujours. Alors j'ai expiré lentement. J'ai relâché mes poings et je suis allé vers les toilettes du personnel sans ouvrir la bouche. J'ai entendu le rire de Thibaut derrière moi. « C'est comme ça que j'aime, » a-t-il dit, « que vous compreniez où est votre place. » Les 2 femmes ont ri avec lui. J'ai poussé la porte des toilettes du personnel et je suis entré. C'était un réduit puant, un mélange de javel et de graisse de cuisine, un lavabo taché de rouille, un miroir fêlé, un rouleau de papier toilette bon marché posé sur la chasse d'eau. J'ai fermé la porte et je suis resté là, seul, dans ce coin misérable. De l'autre côté, on entendait la musique de la fête. À l'intérieur, seulement le bruit de la goutte du robinet et le vacarme de mes propres pensées. Du calme, me suis-je dit. Respire, ça ne va pas durer éternellement. J'ai ouvert le robinet et l'eau est sortie glacée. Je me suis frotté le visage avec force, essayant d'enlever la crème et la sensation des rires qui résonnaient encore dans ma tête. J'ai levé les yeux vers le miroir fêlé et j'ai vu un homme que je reconnaissais à peine. Les yeux rouges, le costume ruiné, 72 ans, des hôtels dans 6 pays, des millions à la banque. Et j'étais là, me lavant dans des toilettes de service. « Tu n'as pas élevé un lâche », ai-je pensé à mon père. Mais c'était ce que j'étais en train de faire, laisser un gamin me traiter comme de la merde. Je suis sorti des toilettes et je suis retourné dans la salle. La musique avait changé pour quelque chose de plus animé. Des couples dansaient sur la piste, riant comme si rien ne s'était passé. Personne n'a levé la tête quand je suis entré à nouveau. C'était comme si j'avais disparu de la carte. Je suis allé à ma table près de la cuisine et je me suis assis en silence. Les 3 inconnus continuaient dans leur petit monde. Le téléphone, les chuchotements, la nourriture déjà presque froide. Personne ne m'a adressé la parole. « Vous allez bien ?» C'est ce que j'aurais voulu entendre de quelqu'un, mais personne n'a demandé. Personne n'a remarqué. Ou peut-être qu'ils ont remarqué, mais ils s'en fichaient. C'est alors que j'ai vu mon frère Pascal se lever de sa table avec 2 coupes de champagne à la main. Il a marché jusqu'à l'endroit où se tenait Thibaut, et lui en a tendu une. « Au marié le plus créatif que j'ai jamais vu », a crié Pascal en levant sa coupe. Thibaut a ri et a trinqué avec lui. Il lui a donné quelques tapes dans le dos, comme s'ils étaient amis d'enfance. « Merci, mon pote », a dit Thibaut. « Je savais que tu trouverais la blague drôle. » Pascal a ri plus fort. J'ai failli mourir de rire. La tête qu'a fait le vieux, ça n'a pas de prix. J'ai senti mon cœur se serrer. Mon propre frère, m'appelant le vieux, se moquant de moi avec l'homme qui venait de m'humilier. Martine est passée près de ma table, allant aux toilettes pour femmes. Elle ne m'a pas regardé, mais moi je l'ai regardée.
Elle portait les boucles d'oreilles en diamant que je lui ai offertes il y a 30 ans, quand c'était encore le bon temps. Je me suis souvenu de la nuit où nous avons signé le divorce. L'avocat lisant les clauses, elle demandant la maison, la voiture, les comptes, la garde. Mon avocat disant « Battez-vous, Gérard, vous avez droit à la moitié. » Mais j'ai secoué la tête. « Si ça va en justice, c'est Élodie qui va souffrir, ai-je dit. Je signe tout. » Et j'ai signé chaque feuille, chaque ligne. Je me suis retrouvé sans rien pour que ma fille ne soit pas blessée. Et maintenant, ma fille n'avait même pas le courage de me regarder. La musique a changé pour quelque chose de plus lent. J'ai vu Élodie et Thibault aller sur la piste pour leur première danse. Il l'a prise par la taille. Elle a posé sa tête sur son épaule. Il se balançait lentement tandis que les invités prenaient des photos sans arrêt. Ma fille semblait heureuse, ou c'est ce que je voulais croire. Mais je la connaissais. Je connaissais chaque expression de son visage depuis qu'elle était bébé, et je reconnaissais ce regard. C'était le même qu'elle avait petite, quand quelque chose la gênait et qu'elle ne savait pas comment le dire. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose avec une clarté qui faisait mal. Ma fille n'était pas heureuse. Elle était prisonnière, et l'homme qui la tenait dans ses bras au milieu de la piste n'aimait pas ma fille. Il voulait juste s'approcher de ce qu'il pensait que je cachais. La musique s'est terminée, et les invités ont applaudi les mariés. Élodie a souri et remercié avec une petite révérence timide, mais je connaissais ce sourire comme la paume de ma main. C'était le même sourire qu'elle faisait enfant, quand quelque chose pesait sur son cœur, et qu'elle ne voulait pas que quelqu'un s'en aperçoive. Un sourire qui n'atteignait pas les yeux, qui mourait là sur les lèvres comme un masque. Ses épaules étaient raides, sa mâchoire serrée. Maintenant, me suis-je dit, c'est maintenant que je vais m'approcher. J'avais besoin de serrer ma fille dans mes bras, ne serait-ce qu'une seconde, de lui murmurer à l'oreille que je l'aimais, que j'étais fier, que malgré tout ce qui s'était passé cette nuit, je restais son père et je le serais pour toujours. Je me suis levé de la table avec les jambes lourdes, comme si elles étaient en béton, et j'ai commencé à marcher vers la piste, le cœur battant si fort que j'ai cru que tout le monde allait l'entendre. Je n'ai même pas fait la moitié du chemin. Thibault a surgi de nulle part et s'est arrêté devant moi comme un mur. Il avait les bras croisés, me regardant de haut avec cet air de dégoût que je commençais à connaître par cœur. « Vous allez où » a-t-il demandé, sachant très bien la réponse. « Je vais saluer ma fille » ai-je répondu en essayant de garder ma voix calme. « Je veux juste lui faire un câlin. » Il a laissé échapper un rire court, sec, qui m'a glacé le sang. « Aujourd'hui, c'est le jour d'Élodie, pas le vôtre » a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. « Vous avez déjà fait assez de spectacles avec cette scène du gâteau. Le mieux que vous puissiez faire maintenant, c'est de retourner dans votre coin et de rester tranquille jusqu'à la fin de la fête. Compris ?» Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme un crachat empoisonné. J'ai essayé de le contourner pour passer, mais il a bougé à nouveau, me bloquant. Alors il a fait quelque chose qui m'a laissé sans réaction. Il a posé sa main sur ma poitrine et m'a repoussé en arrière. Ce n'était pas une poussée forte, mais le message était clair. Il marquait son territoire, montrant qui commandait ici, faisant comprendre que je n'étais personne à cette fête. J'ai regardé par-dessus son épaule, cherchant Élodie. Elle était à quelques mètres, en train de parler avec des amis. Elle avait dû tout entendre parce qu'elle s'est tournée dans notre direction et nos yeux se sont croisés pendant un instant. J'ai vu quelque chose dans son regard qui pouvait être de la honte ou un appel à l'aide, je ne saurais dire. Mais tout de suite après, elle a détourné les yeux. Elle s'est remise à parler avec ses amis comme si je n'existais pas, comme si l'homme qui lui avait appris à faire du vélo était un fantôme. Alors j'ai entendu une voix derrière moi qui m'a transpercé comme un couteau. C'était Martine, cette même voix qui, il y a 40 ans, me semblait la chose la plus douce du monde et qui aujourd'hui coupait comme du verre brisé. Elle est arrivée d'un pas décidé et s'est arrêtée à côté de Thibault, tous les deux formant un mur contre moi. Elle m'a regardé de haut en bas, avec ce mépris qu'elle avait cultivé pendant les années de mariage, et a prononcé les mots qui résonnent encore dans ma tête aujourd'hui. J'aurais dû te faire sortir de la vie d'Élodie il y a bien longtemps. Tu as été la plus grande erreur de ma vie, Gérard. S'il te reste une once de dignité, va-t'en maintenant et arrête de faire honte à ta propre fille le jour le plus important de sa vie.
Thibault a hoché la tête, satisfait d'avoir du renfort dans sa guerre personnelle contre moi. Je suis resté silencieux. Ce n'était pas par manque de mots, parce que des mots j'en avais beaucoup, tous brûlants dans ma gorge, voulant sortir. Je me suis tu parce que je savais que tout ce que je dirais serait utilisé contre moi. Martine avait toujours été maître en cela, à tordre ce que je disais jusqu'à en faire une arme qui revenait se planter dans ma poitrine. Et Thibault était là, savourant chaque seconde de ce spectacle avec ce sourire de victoire qui me donnait la nausée. J'ai senti la bile monter. J'ai serré les dents si fort que ma mâchoire me faisait mal. Je ne vais pas leur faire ce plaisir, ai-je pensé. Je ne vais pas exploser ici. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre, et j'ai tourné le dos pour retourner à ma table. J'ai entendu Martine dire quelque chose d'autre, probablement une autre insulte, mais j'ai choisi de ne pas écouter. En marchant entre les tables, je me suis souvenu du jour où j'ai signé le divorce. Mon avocat me suppliant presque de me battre pour mes droits, et moi je ne faisais que secouer la tête. Je ne voulais pas qu'Élodie passe des mois à aller à des audiences, à voir ses parents se détruire. Alors j'ai tout signé. La maison où j'ai vu ses premiers pas, les comptes que j'avais remplis en travaillant pendant des années, la garde qui me laissait voir ma fille un week-end par mois quand j'avais de la chance. La seule chose que je n'ai pas mise sur le papier, c'est l'entreprise. Je l'ai gardée discrètement sous un autre nom parce que c'était le seul morceau de moi qui me faisait encore me lever chaque matin. Je suis arrivé à ma table et je me suis laissé tomber sur la chaise. Les trois inconnus continuaient à faire comme si je n'existais pas. Un serveur est passé près de moi. « Vous allez bien, monsieur ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je menti. J'ai juste besoin d'une minute. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie comme un homme à plaindre. Mais assis là, avec l'odeur du gâteau imprégné dans mon costume et les mots de Martine qui me brûlaient à l'intérieur, c'était difficile de me sentir autrement. J'ai pensé à tout ce que j'avais avalé en silence pendant 2 décennies, à la trahison de Philippe Beaumont, aux mensonges qu'ils avaient mis dans la tête d'Élodie, lui faisant croire que j'avais abandonné la famille pour une autre femme. Je ne me suis jamais défendu en public, parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour parler, l'image de ma fille me venait à l'esprit et je concluais que ça n'en valait pas la peine. Seulement, le silence coûte cher. J'ai payé avec des années de distance, d'appels auxquels personne ne répondait, d'anniversaires où mon cadeau arrivait par la poste. J'ai choisi d'être invisible pour protéger Élodie, et maintenant elle me regardait comme si je ne valais rien. J'ai serré la montre de mon père dans ma poche jusqu'à sentir le métal marquer la paume de ma main. « Donne-la quand même », ai-je pensé. « Lève-toi, va vers elle et mets cette montre dans sa main sans rien dire. » Mais quelque chose m'a retenu avant que je ne bouge. Ce n'était pas la peur de Thibault, ni de Martine. C'était quelque chose de bien pire que la peur. C'était la certitude absolue, cette conviction qui ne laisse pas de doute, qu'Élodie n'en voudrait pas, qu'elle regarderait la montre comme un cadeau d'un homme raté et la mettrait dans un tiroir pour ne jamais s'en souvenir, parce que c'est ce que tout le monde dans cette salle pensait que j'étais, un moins que rien, un perdant sans rien à offrir. Et aucun d'entre eux ne savait que c'est moi qui avais choisi ce silence, que j'avais signé cet effacement de ma propre main pour que ma fille ne souffre pas. Mais le silence a un prix, et cette nuit-là, il a commencé à être réclamé avec de gros intérêts. Les minutes passaient et personne ne s'approchait de ma table. On aurait dit qu'ils avaient dessiné un cercle invisible autour de moi, que personne ne voulait traverser, comme si j'allais leur porter malheur. Les serveurs allaient et venaient avec leurs plateaux d'argent pleins de nourriture chic, mais quand ils arrivaient dans mon coin, ils accéléraient le pas et regardaient de l'autre côté, comme si personne n'était assis là. À un moment, ils ont posé devant moi une assiette avec un filet et de la purée de pommes de terre qui avait l'air chère, mais je n'avais pas l'estomac pour en prendre une seule bouchée. J'ai pris la fourchette juste pour avoir quelque chose à faire, et j'ai commencé à pousser la nourriture d'un côté à l'autre, traçant des lignes dans la purée comme un enfant qui s'ennuie, regardant le jus de la viande s'étaler dans l'assiette comme une tache sombre. Dehors, tout était fait. Dedans, c'était un silence assourdissant. De cette table maudite collée à la porte de la cuisine, je pouvais voir la salle entière, comme s'il m'avait mis là exprès pour que je regarde tout ce que j'étais en train de perdre et que j'en souffre encore plus. Les tables principales où la famille de Thibault riait fort et levait sa coupe de champagne toutes les 5 minutes.
la piste de danse où les couples tournoyaient enlacés sous une lumière dorée qui donnait à tout le monde un éclat de cinéma. La table des mariés là-haut, sur une sorte d'estrade comme un trône, où Élodie et Thibaut recevaient les félicitations avec des embrassades serrées et des cadeaux emballés dans du papier brillant. Tout le monde faisait partie de ça. Tout le monde s'intégrait dans ce décor, sauf moi, abandonné du côté de la cuisine comme un vieux meuble que personne ne sait où mettre et dont personne ne veut. Si vous écoutez cette histoire maintenant, je vous demande d'écrire en commentaire de quel endroit de France ou du monde vous m'écoutez. Parce que cette nuit-là, dans cette salle bondée de gens bien habillés et de rires faux, je me suis senti plus seul qu'à aucun autre moment de mes 72 ans. Plus seul que le jour où j'ai enterré mon père et où je suis rentré dans une maison complètement vide, où personne ne m'attendait. Plus seul que quand j'ai signé le divorce et que j'ai conduit jusqu'à un appartement sans meubles, où même l'écho de ma respiration rebondissait sur les murs. La salle était pleine de musique, de conversations bruyantes, de joie de tous les côtés. Et moi, à l'intérieur, j'étais vide, comme si quelqu'un avait raclé tout ce qui existait en moi avec une cuillère, et n'avait laissé que l'enveloppe d'un homme qui un jour avait eu une famille qui l'aimait vraiment. C'est alors que j'ai senti quelque chose qui m'a tiré de ce gouffre où j'étais en train de couler, une petite main chaude, douce qui touchait légèrement mon bras. J'ai baissé les yeux, surpris, et j'ai vu un garçon d'environ 6 ou 7 ans qui me regardait avec une paire d'yeux énormes, plein de curiosité innocente. Cheveux noirs plaqués avec du gel, un petit costume bleu trop grand pour lui, probablement récupéré d'un cousin plus âgé. « Monsieur », a-t-il dit avec cette petite voix d'enfant, « vous allez bien ?» La question m'a frappé en plein cœur comme un coup de poing, de cette façon directe, sans détour, comme seuls les enfants savent demander. J'ai forcé un sourire, le meilleur que j'ai pu trouver, et j'ai dit que oui, que j'étais juste un peu fatigué, rien de grave. Il m'a fixé encore quelques secondes avec ses yeux qui semblaient voir à travers mon mensonge, et ensuite il est parti en courant vers sa mère. Je l'ai suivi du regard tandis qu'il traversait la salle en trébuchant à moitié, dansant à moitié dans cette joie maladroite des enfants qui ne savent pas encore la taille de la douleur qui existe dans le monde des adultes. Et alors j'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine avec un bruit qu'on pouvait presque entendre. Un garçon qui ne connaissait même pas mon nom, un inconnu de 6 ans, avait remarqué que je n'allais pas bien. Un enfant avait montré plus de compassion en 30 secondes que tous les adultes de cette salle chic pendant toute la soirée. J'ai senti mes yeux brûler et j'ai dû cligner rapidement plusieurs fois pour ne laisser aucune larme tomber là devant tout le monde. Ce n'était pas seulement de la tristesse qui pesait sur moi à ce moment-là, c'était quelque chose de plus profond, de plus lourd, de plus sombre. C'était la confirmation cruelle que j'avais perdu la partie, que toutes ces années de silence et de sacrifice avaient été jetées à la poubelle. J'ai levé les yeux et j'ai vu avec une netteté cruelle, assis à la table d'honneur avec une coupe de champagne à la main et un sourire satisfait, Philippe Beaumont, le père de Thibaut, l'homme qui, il y a 20 ans, était mon associé et mon meilleur ami. Il y a plus de 2 décennies, nous avions planifié ensemble mon premier hôtel pendant 3 ans, jusqu'au jour où je suis arrivé au bureau et où j'ai trouvé tout vide. Il avait emporté chaque document, falsifié ma signature et mis le projet entier à son nom. L'hôtel a été construit avec mon argent et mes idées, mais le nom sur l'acte de propriété était le sien. Je me suis retrouvé à zéro, noyé dans une dette énorme. Je n'ai jamais porté plainte parce que quand j'ai enfin réussi à rassembler des preuves, Élodie sortait déjà avec Thibaut. Maintenant, le voir trinquer à la table d'honneur pendant que j'étais relégué dans le coin de la cuisine, j'ai senti quelque chose de très ancien se réveiller en moi. De la rage, une rage froide qui montait des entrailles, 20 ans à avaler la vérité pendant qu'il bâtissait un empire sur ce qu'il m'avait volé. 20 ans à protéger ce salaud sans qu'il le sache. Et là, il riait avec mon ex-femme, applaudissait son fils qui venait de m'humilier, vivant la vie qui aurait dû être la mienne. J'ai serré les poings sous la table si fort que j'ai entendu mes articulations craquer. J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. J'ai respiré profondément 1 fois, 2 fois, 3 fois, essayant de retenir le volcan qui bouillonnait à l'intérieur, prêt à exploser. « Ça n'en vaut pas la peine », ai-je dit entre mes dents.
Faire un scandale maintenant ne ferait qu'empirer les choses. Élodie ne me le pardonnerait jamais. Mais pour la première fois en 20 ans, je n'étais pas sûr de pouvoir rester silencieux encore longtemps. Pour la première fois, le silence que j'avais choisi comme bouclier commençait à ressembler à une corde autour du cou, qui se resserrait doucement. Et tandis que je regardais Philippe lever une nouvelle coupe dans un toast triomphal, j'ai su au fond de moi que quelque chose allait changer cette nuit, quelque chose qui attendait depuis 2 décennies de sortir. Seulement, je ne savais pas encore la forme terrible que ça prendrait quand ça exploserait. J'étais presque sur le point de me lever pour partir définitivement quand j'ai senti une présence à côté de moi. Ce n'était pas un bruit ni un mouvement. C'était plus subtil, comme quand quelqu'un vous fixe et que le corps le perçoit avant l'œil. Un 6e sens qui s'allume. Je me suis retourné lentement, déjà prêt pour une autre humiliation, et j'ai vu l'homme qui m'observait depuis le moment où j'étais allé me nettoyer le visage du gâteau, celui aux cheveux blancs peignés en arrière, au costume élégant, à la coupe parfaite. Maintenant, il était debout à côté de ma table, les mains dans les poches de son pantalon et une expression que je n'ai pas pu déchiffrer sur le moment. Il me fixait intensément, comme s'il me connaissait depuis longtemps, bien que je fouille ma mémoire sans trouver ce visage nulle part. Il avait l'allure des grands, de ceux qui entrent, et que tout le monde écoute quand ils ouvrent la bouche et obéit quand ils donnent un ordre. Il s'est assis sur la chaise vide en face de moi, sans demander la permission, comme s'il était le propriétaire de la salle, ou comme si nous avions rendez-vous et que je l'avais oublié. Il a croisé les jambes naturellement. Il a ajusté sa veste d'un geste calme, comme s'il avait tout le temps du monde, et il a esquissé un sourire en coin. Et dans ce sourire, j'ai vu quelque chose qui m'a semblé étrangement familier, une étincelle de reconnaissance que je n'arrivais pas à saisir de prime abord. « Gérard Moreau-Blanchard » a-t-il dit, prononçant mon nom complet lentement, savourant chaque syllabe comme si c'était quelque chose de doux. Vous ne vous souvenez plus de moi. Je suis resté à le fixer, forçant ma mémoire, fouillant les archives les plus poussiéreuses de ma tête, essayant de trouver d'où je connaissais ce visage ridé mais distingué. Et alors, comme un éclair qui illumine tout, c'est venu d'un coup. Bernard Delacroix, Monsieur Delacroix. Il y a 30 ans, Monsieur Delacroix a été l'un de mes premiers partenaires dans l'hôtellerie, mais il n'était pas comme Philippe, qui m'avait poignardé dans le dos. Monsieur Delacroix était l'un des bons, l'un des rares qui restent dans ce monde. Un homme de parole qui tient ses promesses et qui vous regarde dans les yeux quand il conclut une affaire. Nous avions travaillé ensemble sur 2 projets d'hôtel qui avaient très bien marché là-haut, dans d'autres pays d'Afrique francophone avant qu'il ne décide de prendre sa retraite pour s'occuper de sa femme qui était tombée très malade. Après ça, chacun a suivi son chemin et nous avons perdu le contact, comme ça arrive dans la vie. Mais j'ai toujours gardé un respect et une affection sincère pour lui. Et maintenant, il était là, assis en face de moi, lors de la pire nuit de toute ma vie, me regardant avec ses yeux profonds, qui semblaient ne voir bien au-delà de la crème séchée sur mon cou et de l'humiliation affichée sur mon visage. « Qu'est-ce que vous faites assis là comme un chien, Gérard » a-t-il demandé sans détour directement, sans fioriture et sans tendresse dans les mots. « Vous avez oublié qui vous êtes » Sa voix était calme, mais ferme comme la pierre, de cette façon d'un père qui tire l'oreille avec amour, mais avec autorité. La question m'a pris par surprise, et je me suis étranglé dans mes réponses. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Monsieur Delacroix », ai-je répondu finalement dans un filet de voix. « Je suis juste un invité de plus au mariage de ma fille. Rien de spécial. » Il a laissé échapper un rire court, sec, secouant la tête comme si j'avais dit la plus grande bêtise du monde. « Arrêtez de jouer les modestes avec moi, Gérard, » a-t-il dit en se penchant en avant. « Je sais très bien qui vous êtes. Je suis votre parcours depuis toutes ces années. Je sais pour vos hôtels, pour votre développement, pour tout ce que vous avez construit en silence pendant que le monde vous traite comme un raté qui n'a rien. J'ai senti l'air se bloquer dans ma gorge et mon cœur manquait un battement. Personne ne savait pour mes hôtels. Absolument personne. J'ai passé des décennies entières à gérer l'entreprise sous un autre nom, vivant dans la plus grande simplicité, conduisant une vieille voiture de plus de 15 ans, portant des vêtements simples, sans marque, pas par avarice, mais par principe que mon père m'avait inculqué depuis tout petit. Il disait toujours que le vrai pouvoir est dans ce que personne ne voit.
pas dans ce que vous montrez au monde comme un pont, mais Monsieur Delacroix savait tout. J'ai des contacts dans le milieu hôtelier de toute l'Afrique francophone, a-t-il expliqué comme s'il lisait dans mes pensées. Votre nom apparaît dans des registres auxquels peu de gens ont accès. J'ai assemblé les pièces il y a longtemps et j'ai découvert que c'était vous derrière tout ça. Il a fait une pause et a planté son regard dans le mien. Alors expliquez-moi pourquoi diable vous laissez un petit prétentieux vous traiter comme de la merde devant tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je suis resté muet, regardant la table, ressentant une honte profonde que quelqu'un connaisse la vérité sur ce que j'avais. Et malgré tout qu'il m'ait vu de cette façon pathétique, le visage enfoncé dans un gâteau comme un clown de cirque. Monsieur Delacroix s'est penché encore plus, a baissé la voix presque jusqu'au murmure pour que personne d'autre n'entende. « Écoutez bien, Gérard, a-t-il dit d'un ton grave. Je suis à ce mariage parce que Philippe Beaumont m'a invité. Nous sommes des relations d'affaires, pas des amis. Ce type ne m'a jamais plu. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Il a fait une pause dramatique qui a fait dresser jusqu'aux derniers cheveux de mon corps. « J'ai entendu des choses sur Thibault qui vont beaucoup vous intéresser. Des choses qui concernent votre fille et vos soi-disant biens. Des choses qui vont vous faire mal, mais c'est mieux que vous le sachiez maintenant plutôt que trop tard. De quoi parlez-vous » ai-je demandé, sentant mon cœur s'emballer de plus en plus, battant dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Il a mis la main dans la poche intérieure de sa veste. Et il a sorti un téléphone dernier cri qu'il a posé sur la table entre nous deux. Un serveur de confiance m'a passé des informations il y a quelques heures, a-t-il expliqué, en déverrouillant l'écran avec son empreinte digitale. Au début, je n'y ai pas prêté attention parce que je ne savais pas qui vous étiez au milieu de tout ça. Mais quand je vous ai vu arriver à la fête et que je vous ai reconnu, j'ai su tout de suite que je devais vous montrer. Il a commencé à chercher quelque chose dans les fichiers, tandis que j'observais sans rien comprendre, le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles, résonnant comme le tonnerre, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait et qu'il tourne le téléphone dans ma direction pour que je voie bien l'écran. Mais avant que je puisse voir ce qu'il y avait sur l'écran, j'ai levé la main pour l'arrêter. « Attendez, ai-je dit, avant de me montrer ça, j'ai besoin de savoir ce que vous comptez faire de cette information. » Monsieur Delacroix m'a regardé avec une expression sérieuse, presque solennelle, et a hoché lentement la tête, comme s'il approuvait la question. « Ça dépend entièrement de vous, Gérard, » a-t-il répondu fermement. « Je peux monter sur cette scène maintenant même, prendre le micro et raconter à toute cette salle qui vous êtes vraiment. » En 5 minutes, j'en finis avec Thibault et son père, rien qu'avec la vérité, sans inventer une virgule. Il a fait une pause pour laisser les mots descendre, mais je sais aussi que ça pourrait beaucoup blesser votre fille, et c'est pourquoi je veux vous demander avant d'agir. Êtes-vous prêt à arrêter de vous cacher une bonne fois pour toutes, ou préférez-vous continuer à être le fantôme invisible que tout le monde pense que vous êtes? J'ai regardé vers la table des mariés, cherchant Élodie du regard. Elle parlait avec l'une des demoiselles d'honneur, souriant de cette façon automatique, figée, comme si elle jouait un rôle dans une pièce que quelqu'un d'autre avait écrite sans lui demander si elle voulait jouer dedans. Je ne peux pas lui faire ça, ai-je pensé avec le cœur serré. Je ne peux pas détruire son mariage devant tous ses amis et invités. J'ai imaginé ce que ce serait pour elle d'entendre la vérité là, devant 200 personnes avec les téléphones pointés. Le scandale, la honte qui la poursuivrait pendant des années. Son nom sur des sites de ragots, la fête ruinée par la faute de son père, le même père qui dans sa tête était parti avec une autre femme il y a 20 ans. Je n'allais pas faire ça à ma fille. Aussi terrible qu'ait été l'humiliation de cette nuit, je ne pouvais pas être l'homme qui détruirait le jour qui était censé être le plus important de sa vie. Non, ai-je dit à Monsieur Delacroix finalement, secouant la tête. Je ne veux pas que vous montiez là-haut. Je préfère partir en silence et laisser ma fille vivre son mensonge si ça la rend heureuse, au moins pour cette nuit. Il m'a regardé pendant quelques bonnes secondes, muet comme s'il pesait chaque syllabe de ma réponse. Puis il a acquiescé lentement avec un air pensif. « Je respecte votre décision, Gérard, » a-t-il dit gravement. « Mais avant de partir d'ici, vous devez voir ce qu'il y a sur ce téléphone. Après avoir regardé, si vous voulez toujours rester silencieux et partir sans rien faire, je vous jure que je ne vous en empêcherai pas. »
Mais au moins vous devez connaître toute la vérité avant de prendre une décision de cette ampleur. Vous vous le devez à vous-même et vous le devez à votre fille. » J'ai pris le téléphone avec la main tremblante comme une feuille dans le vent. L'écran montrait une conversation de messages entre deux contacts enregistrés comme Thibaut et papa. J'ai commencé à lire depuis le début et j'ai senti mon estomac se retourner à chaque ligne que mes yeux atteignaient, comme si j'avalais du poison pur. Il parlait de moi, il parlait de mon soi-disant héritage caché, il parlait de comment ils allaient mettre la main sur tout mon argent quand je mourrais. « Le vieux doit avoir des millions planqués quelque part », écrivait Thibaut. « Élodie est notre billet d'entrée pour cette fortune. » Philippe répondait avec une froideur calculée. « Sois patient, mon fils, joue bien tes cartes. L'idiote de ta femme ne se doute absolument de rien de notre plan. » Tandis que je lisais et relisais ces mots empoisonnés, j'ai senti quelque chose de très profond en moi, se briser définitivement, sans réparation possible. J'ai lu toute la conversation et la nausée n'a fait qu'augmenter. Tout était là, noir sur blanc, sans possibilité de doute. Thibaut n'aimait pas ma fille. Pour lui, Élodie n'était qu'un chemin vers mon argent. Je lui ai bourré le crâne avec l'histoire de l'abandon, avait-il écrit. Je lui ai raconté qu'il était parti avec une autre femme et qu'il ne s'est jamais soucié de vous, qu'il vous a laissé tomber. C'était facile à manipuler. Tout était mensonge, tout était inventé. Et Élodie avait cru chaque mot parce que ça venait de l'homme qui disait l'aimer. Il empoisonnait son esprit depuis le premier jour. Monsieur Delacroix m'observait en silence de l'autre côté de la table, attendant sans faire pression. J'ai rendu le téléphone sans pouvoir dire quoi que ce soit, parce qu'aucun mot ne sortait. La bouche était sèche, les mains tremblantes comme si j'avais une forte fièvre. Combien de fois, ai-je pensé avec la rage qui montait, combien de maudites fois Thibaut a-t-il raconté ses mensonges à ma fille? J'ai imaginé combien de nuits Élodie s'est endormie en me haïssant de toutes ses forces pour quelque chose que je n'avais jamais fait. Combien de fois elle a dû m'insulter en silence pour un abandon qui n'existait que dans la tête pourrie de ce manipulateur. Pendant toutes ces années difficiles, je pensais que le mépris d'Élodie était quelque chose qui venait d'elle, qu'elle avait choisi de son propre gré de croire le pire de son propre père, qu'elle m'avait jugé et condamné sans droit de défense. Mais ce n'était pas comme ça. Elle avait été trompée. Vraiment trompée depuis le début. Il lui avait bourré le crâne de mensonges pourris depuis le premier jour où elle avait commencé à sortir avec Thibaut. Il l'avait fait croire que son père était un monstre sans cœur pour qu'elle ne me fasse jamais confiance, pour qu'elle ne vienne pas me demander conseil, pour qu'elle ne m'écoute pas si un jour j'essayais de la prévenir de quelque chose. Et tout ça avec un seul objectif. Quand viendrait le moment de se battre pour le soi-disant héritage, elle serait fermement de leur côté et pas du mien. C'était un plan froid, calculé, cruel, jusqu'à l'os, exécuté avec une précision chirurgicale pendant des années. J'ai senti que quelque chose de très profond bougeait en moi, comme un interrupteur qui s'allume après des décennies éteints. La douleur était toujours là, plantée dans ma poitrine, mais maintenant elle venait avec autre chose de bien plus fort, de la clarté. Pour la première fois de cette nuit maudite, j'ai vu le tableau entier, net. Je ne pouvais pas continuer à me taire comme un lâche. Je ne pouvais pas sortir en rampant et laisser ma fille condamnée à vivre dans ce mensonge monstrueux. Je ne pouvais en aucun cas permettre que Thibaut et son père gagnent encore une fois, qu'ils me roulent à nouveau après 20 ans. J'ai passé 2 décennies en silence pour protéger Élodie de la douleur, et ce silence n'a servi qu'à ce qu'il la pousse de plus en plus loin, avec des mensonges. Ça suffit, ai-je pensé, serrant les poings avec une force nouvelle. Maintenant c'est fini. C'est l'heure de parler. C'est l'heure que la vérité explose et balaie toute cette saleté. J'ai regardé Monsieur Delacroix en face et j'ai dit, avec la voix ferme et décidée, « J'ai changé d'avis. Je veux que vous montiez sur scène. » Il a levé les sourcils, surpris par le revirement. « Vous êtes absolument certain, Gérard ?» a-t-il demandé. « Une fois que ça sera sorti, il n'y aura plus de retour en arrière. » J'ai hoché la tête une fois, sans hésiter. Je veux que toute cette salle sache qui je suis vraiment, et je veux qu'ils sachent qui sont les Beaumont, et ce qu'ils manigancent depuis tout ce temps. Monsieur Delacroix a soutenu mon regard pendant quelques secondes,
vérifiant si j'étais vraiment décidé, si je n'allais pas flancher en plein milieu. Puis il a acquiescé sérieusement et s'est levé lentement. Il a boutonné sa veste, a passé sa main dans ses cheveux argentés et a commencé à marcher vers la scène. Mais alors je l'ai arrêté. « Attendez », ai-je dit. Quelque chose en moi me disait que ce n'était pas encore le moment. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte de la salle. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de réfléchir. Je suis arrivé à la porte et j'ai posé ma main sur la poignée quand une voix derrière moi m'a fait me figer. C'était Élodie. Ma fille se tenait à quelques mètres de moi dans le couloir, avec sa robe blanche qui brillait sous la lumière, comme si elle était un ange descendu juste pour me parler. Elle me regardait avec une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis de nombreuses années. Peut-être depuis l'époque où elle était encore une petite fille qui m'aimait sans condition. Ce n'était pas le mépris glacial de quelques heures plus tôt. Ce n'était pas l'indifférence avec laquelle elle m'avait traité toute la nuit comme si j'étais un étranger. C'était autre chose, plus doux, plus fragile, plus humain, quelque chose qui ressemblait beaucoup à du regret véritable, ou alors à la peur de perdre pour toujours quelque chose qui compte trop. Ses yeux étaient humides, pleins de larmes retenues, et ses mains jointes devant sa poitrine serrée, comme si elle rassemblait son courage pour faire le prochain pas. Et elle l'a fait. Elle est venue vers moi, lentement, avec cette façon d'une enfant qui s'approche d'un père qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et qui ne sait pas comment il va réagir. Elle s'est arrêtée juste devant moi, à moins d'1 mètre, et m'a regardé dans les yeux pour la première fois de toute la soirée. J'ai vu les larmes se rassembler dans ses yeux sombres, brillant dans la lumière du couloir, comme des cristaux de douleur. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Elle l'a fermée, l'a ouverte à nouveau, avec effort. Et alors, elle a dit un seul mot qui a traversé ma poitrine comme un boulet de canon et m'a coupé le souffle. « Papa. » Comme ça, simple, papa. Comme quand elle était petite et qu'elle m'appelait au milieu de la nuit, effrayée après un cauchemar demandant protection, comme quand elle tombait de son vélo en apprenant à pédaler et qu'elle venait en pleurant, le bras écorché, pour que je m'en occupe. Papa, ce mot sacré que je n'avais pas entendu de sa bouche depuis des années, tellement longtemps que j'étais en train d'oublier le son. Et alors, elle a complété avec un autre mot qui m'a déchiré le cœur en deux. « Pardonne-moi. » La voix s'est brisée sur la dernière syllabe et les larmes qu'elle retenait ont coulé d'un coup, traçant des sillons brillants sur son visage maquillé de mariée. Elle ne les a pas essuyés, elle n'a pas essayé de les cacher, elle n'a pas fait semblant d'être forte. Elle est restée là debout devant moi, pleurant en silence pendant que je la fixais sans pouvoir bouger, sans savoir quoi faire ni quoi dire. Ma fille me demandait pardon. La même fille qui avait passé des années sans me parler, même si j'essayais de m'approcher, la même qui m'avait regardé avec mépris quand le marié m'avait enfoncé le visage dans le gâteau sans lever le petit doigt pour moi. Maintenant, cette même Élodie était là dans sa robe de mariée mouillée de larmes, me demandant humblement de lui pardonner. J'ai senti quelque chose d'énorme se débloquer dans ma poitrine avec un craquement long et douloureux, comme une porte lourde, verrouillée depuis des décennies, que quelqu'un pousse enfin avec force et ouvre d'un coup. « Pourquoi tu me demandes pardon, ma chérie ?» ai-je demandé avec la voix rauque, bien qu'au fond je connaisse déjà la réponse. Elle a baissé les yeux vers le sol et a commencé à parler avec la voix tremblante, entrecoupée de sanglots. « Parce que je sais qu'ils t'ont très maltraité aujourd'hui, papa. Cette histoire du gâteau, c'était horrible, c'était cruel, c'était inhumain. J'aurais dû dire quelque chose pour te défendre, mais je n'ai pas eu le courage. Je suis resté là comme une lâche misérable, pendant que tout le monde riait de mon propre père à mon propre mariage. » Les larmes continuaient à couler sur son visage tandis qu'elle parlait. « Tout est tellement confus ces dernières années, papa. Thibault m'a raconté tellement de choses terribles sur toi que je ne savais plus ce qui était vrai et ce qui était mensonge. Mais quand je t'ai vu te nettoyer en silence après le gâteau, sans crier, sans faire de scandale, sans insulter personne, même si tu en avais tout le droit, j'ai senti que quelque chose s'est brisé là-dedans. Elle a porté sa main à sa poitrine, quelque chose qui était déjà fêlé depuis longtemps, et à ce moment-là, s'est cassé, définitivement.
Élodie a levé son visage et m'a regardé avec ses yeux rouges, gonflés d'avoir tant pleuré. Quand je t'ai vu marcher vers la porte pour partir, a-t-elle dit avec la voix brisée, la colonne droite et la tête haute, malgré tout ce qu'il t'avait fait, j'ai paniqué. Une panique horrible qui a paralysé tout mon corps. La peur que tu partes pour toujours et que je ne te revoie jamais. La peur d'avoir perdu mon père sans même lui avoir donné la chance de s'expliquer, de raconter sa version. Elle a fait une pause en reprenant son souffle entre deux sanglots. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. J'ai compris que peut-être, juste peut-être, tout ce qu'on m'a raconté sur toi pendant toutes ces années n'est pas toute la vérité, qu'il existe une autre histoire que je n'ai jamais voulu entendre. Et j'avais besoin de te le dire avant que tu disparaisses de ma vie pour toujours. Papa, j'avais besoin d'au moins essayer de réparer un morceau de ce qui s'est brisé entre nous. Tu me pardonnes? J'ai senti mon cœur revenir dans ma poitrine après des années de mort intérieure. Ma petite Élodie. Après tant de distance, d'appels auxquels elle ne répondait pas, de messages sans réponse, de cadeaux d'anniversaire renvoyés fermés, après des années de silence et de portes claquées, elle était là devant moi, s'ouvrant pour la première fois, laissant apparaître sa fragilité, demandant pardon. J'ai eu envie de la serrer dans mes bras et de ne jamais la lâcher, de lui dire que je l'aimais de tout ce qui restait en moi, que je n'avais pas passé un seul jour sans penser à elle, même quand elle me haïssait, que tout ce que j'avais fait dans la vie était pour essayer de la protéger, même sans qu'elle le sache, de lui raconter toute la vérité sur Thibaut et son père, sur les mensonges empoisonnés qu'il lui avait mis dans la tête pour l'éloigner de moi, sur le plan sale, pour voler ceux qu'il pensait être ma fortune cachée. Mais avant que je puisse lâcher un seul mot, j'ai entendu des pas forts arriver rapidement derrière elle dans le couloir, des pas chargés de fureur, des pas rapides, durs, pleins de rage, prêts à exploser. C'était Thibaut. Il a surgi dans le couloir comme une ombre menaçante et s'est arrêté derrière ma fille avec une expression de haine ouverte, sans essayer de la dissimuler. La mâchoire si serrée qu'on pouvait voir les muscles de son cou saillir, les yeux allumés de rage comme ceux d'une bête mauvaise. « Qu'est-ce que tu fais là, Élodie » a-t-il demandé d'un ton coupant. « Pourquoi tu as laissé les invités seuls? Pourquoi tu perds ton temps avec ce vieux bon à rien ?» Sa voix était un fouet déchirant l'air à chaque syllabe. J'ai vu Élodie se raidir dès qu'elle a entendu. Tout son corps s'est figé de peur. Cette ouverture que j'avais vue en elle quelques instants plus tôt a disparu comme si quelqu'un avait tiré un rideau. La lumière s'est éteinte dans ses yeux. Son corps s'est affaissé. « Je voulais juste dire au revoir à mon père », a-t-elle répondu dans un filet de voix presque un murmure. Thibaut a laissé échapper un rire de mépris, si froid et cruel qu'il m'a glacé le sang et a allumé en moi une rage ancienne, presque mortelle. « Lui dire au revoir », a-t-il répété en se moquant. « Ce vieux ne vaut même pas 5 minutes de ton temps, Élodie. C'est un raté qui t'a abandonné il y a 20 ans, sans se retourner, et qui maintenant débarque ici pour gâcher notre mariage avec sa présence pathétique. Il ne mérite même pas que tu le regardes en face. » Et alors il a fait quelque chose qui a allumé en moi une fureur si grande que j'ai dû enfoncer mes ongles dans mes paumes pour ne pas lui sauter dessus. Il a attrapé son bras avec force, bien plus de force que nécessaire. J'ai clairement vu ses doigts s'enfoncer dans la peau claire du bras de ma fille, comme des griffes. J'ai vu les marques profondes devenir blanches, et j'ai su aussitôt que le lendemain, elle serait violette. « On s'en va », a-t-il ordonné en la tirant. Les invités attendent. « Ne gâche pas ton mariage à cause d'un type qui ne t'a jamais voulu. » J'ai vu Élodie faire une grimace presque invisible de douleur quand ses doigts ont serré plus fort. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes à nouveau. Mais maintenant, c'était un autre type de larmes. Ce n'était pas du regret, ce n'était pas de l'émotion, c'était de la peur pure, la peur d'un animal acculé. J'ai vu quand elle a immédiatement baissé le regard vers le sol et n'a fait que hocher la tête, sans oser répliquer, comme si elle était déjà entraînée à obéir sans contester, comme si elle savait par expérience que résister ne faisait qu'empirer les choses. Et en cette seconde terrible, j'ai compris quelque chose qui m'a glacé jusqu'au fond de l'âme. Ma fille n'était pas seulement trompée par ses mensonges, elle était dominée, prisonnière comme un petit oiseau en cage.
Thibault l'avait enroulé dans un filet de mensonges, de manipulation, et probablement d'autres types de violences que je ne voulais même pas imaginer. Si dense et si étouffant qu'elle ne savait même plus par où sortir et n'avait plus la force d'essayer. Élodie m'a regardé une dernière fois par-dessus son épaule avant de se retourner, et dans ce regard court mais intense, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai vu une demande de pardon de ne pas pouvoir rester. J'ai vu un appel à l'aide, désespéré, sans mots. J'ai vu une petite fille terrifiée demandant de l'aide avec son regard, sans savoir comment le formuler en phrases. J'ai vu ma fille emprisonnée par un monstre qui la broyait de l'intérieur doucement, jour après jour. J'avais envie de hurler, de courir, de l'arracher du bras de ce salaud, de l'emmener loin d'ici dans un endroit où il ne la toucherait plus jamais. Mais Élodie se retournait déjà, obéissante. Elle retournait déjà dans la salle accrochée à son bras, tête basse, épaules affaissées, traînant la traîne de sa robe blanche sur le sol, comme une proie vaincue retournant dans sa cellule après une minute d'évasion. Et je suis resté là seul dans le couloir, la main encore sur la poignée glacée de la porte, regardant impuissant ma fille s'éloigner, accrochée à l'homme qui détruisait sa vie. J'ai lâché la poignée. Je ne pouvais pas partir, pas après avoir vu ça de mes propres yeux, pas après avoir vu ses doigts enfoncés dans le bras de ma petite, pas après avoir vu la peur nue affichée sur son visage quand il est apparu. Pas après avoir vu ce que ce type avait fait de ma Élodie, cette fille vive, rieuse, transformée en une ombre effacée, en un fantôme triste de la femme forte et libre qu'elle aurait dû être. Ma fille m'avait demandé pardon les larmes aux yeux. Ma fille avait fait le premier pas courageux pour s'approcher de moi après des années de distance. Et cet enfoiré l'avait traîné de nouveau dans sa cage en moins d'une minute sous mes yeux, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Non, ai-je pensé, le poing serré, ce n'est pas assez de partir en silence comme un lâche, ce n'est pas assez de protéger de loin pendant qu'elle s'enfonce. Je dois rester. Je dois montrer à ma fille qui est le véritable ennemi qui marche à ses côtés. Je dois la sortir de ce piège avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne détruise tout ce qui reste encore à sauver. Je suis retourné dans la salle avec une décision dans la poitrine que je n'avais pas ressentie depuis quelques 20 ans de silence avalé. Chaque pas que je faisais était ferme, décidé, plein de détermination, comme si la semelle de ma chaussure était un marteau frappant sur le marbre, plantant le dernier clou d'un cercueil. La musique continuait animée, comme si rien ne s'était passé. Les invités riaient à leur table, inconscients de tout. Les serveurs servirent du champagne avec ce sourire entraîné. De l'extérieur, tout pareil, mais moi je n'étais plus le même. Je n'étais plus l'homme humilié et ridicule qui s'était nettoyé du gâteau dans des toilettes de service. Je n'étais plus le père invisible oublié qui acceptait en silence la chaise à côté de la porte de la cuisine, comme un vieux meuble. Maintenant j'étais Gérard Moreau-Blanchard, l'homme qui avait construit un empire dans le silence et qui était sur le point de rappeler à toute cette salle qui j'étais vraiment. J'ai cherché Monsieur Delacroix du regard et je l'ai trouvé près de la scène, m'observant avec un demi-sourire satisfait, comme s'il avait toujours su que j'allais revenir et que cette fois, rien ni personne n'allait m'arrêter. J'ai traversé la salle en ligne droite, sans regarder sur les côtés, sans dévier d'1 centimètre. Je suis passé devant la table de mon frère Pascal et j'ai senti son regard collé dans mon dos, curieux, nerveux, se demandant probablement ce qui diable se passait pour que je marche comme ça. Je suis passé devant la table, où se trouvaient Martine et Philippe, tous deux tellement absorbés par leur chuchotement qu'ils n'ont même pas remarqué que j'étais passé à moins d'1 mètre d'eux. Je suis arrivé là où Monsieur Delacroix m'attendait et j'ai dit sèchement, j'ai changé d'avis. Montez là-haut, montrez la vérité à tout le monde d'un seul coup. Il m'a regardé pendant quelques secondes, plantant ses yeux de quelqu'un qui voit à l'intérieur, vérifiant si j'étais vraiment sûr de ce que je demandais, si je n'allais pas flancher en plein milieu. Puis il a acquiescé sérieusement et a dit « Il était temps, Gérard, il était temps ». Il a ajusté sa veste d'un geste élégant, a passé sa main dans ses cheveux argentés et a marché vers les escaliers de la scène avec l'allure de quelqu'un qui est né pour commander n'importe quelle salle où il met les pieds. Monsieur Delacroix est monté sur scène et a pris le micro. Sa voix amplifiée a coupé la musique immédiatement. « Mesdames et messieurs,
Je voudrais proposer un toast. J'ai passé toute la soirée à attendre le bon moment. Il a fait une pause chargée d'intention. Je voudrais porter un toast à un homme qui m'a appris ce que signifie travailler avec honneur. Un homme qui n'a jamais eu besoin d'étaler quoi que ce soit, même en ayant beaucoup dont il pourrait être fier. La salle est devenue muette. Gérard Moreau-Blanchard. Un brouhaha de surprise a parcouru les tables. Thibault a pâli et a regardé son père, alarmé. Peu de gens ici connaissent la véritable histoire de Gérard, a continué Monsieur Delacroix. Vous le voyez probablement comme un homme simple, sans grande réalisation, mais vous vous trompez. Complètement. L'homme assis là-bas près de la cuisine est propriétaire de la plus grande chaîne d'hôtels de toute l'Afrique francophone. 40 propriétés dans 6 pays, des milliers d'employés, des contrats de plusieurs millions, un empire construit dans le silence, parce que c'est ainsi que son père lui a appris qu'un vrai homme doit vivre. Le temps s'est arrêté. Martine a ouvert la bouche sans pouvoir émettre un son. Pascal s'est étranglé avec sa boisson. Philippe a serré sa coupe si fort que j'ai cru qu'elle allait exploser. Et Thibault est devenu blanc comme un cierge. Mais M. Delacroix n'avait pas encore terminé. Il a sorti le téléphone de la poche intérieure de sa veste et l'a connecté au système de projection de la salle avec le calme de quelqu'un qui avait tout planifié. Soudain, sur l'écran géant, où auraient dû apparaître des photos romantiques des mariés, une autre scène est apparue, une photo de moi coupant un ruban rouge à l'inauguration d'un hôtel de 15 étages à Abidjan, entouré de cadres qui applaudissaient. Sur la photo suivante, je signais un contrat important avec des gens en costume d'une compagnie aérienne internationale, tout le monde souriant pour la caméra. Ensuite, moi recevant un prix en cristal de la Chambre de commerce du Sénégal pour ma contribution au tourisme. Photo après photo, document après document, toute la vérité de ma vie cachée se déroulait devant les yeux écarquillés de ces gens qui, 1 heure plus tôt, avaient ri de moi. Élodie fixait l'écran géant, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, comme si le monde s'était retourné. Son maquillage se défaisait avec les larmes, mais elle s'en fichait, complètement hypnotisée par ce qu'elle voyait. J'ai vu quand elle a porté la main à sa poitrine avec force, comme si elle voulait retenir son cœur pour qu'il ne s'effondre pas. J'ai vu quand elle a tourné son visage vers Thibault, avec un air de pure confusion, puis vers sa mère, puis à nouveau vers l'écran, essayant désespérément de comprendre comment tout ce qu'on lui avait raconté sur moi pendant des années pouvait être si brutalement faux, si inventé. Le père de ma fille n'était pas le raté qui était parti sans se retourner. Le père de ma fille était un homme qui avait bâti un empire pendant qu'elle le haïssait pour des histoires cruelles racontées pour la manipuler. Mon Dieu, l'ai-je entendu murmurer, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Thibault s'est levé d'un bond, renversant sa chaise, et a commencé à marcher vers la scène, plein de rage, probablement pour arracher le micro des mains de M. Delacroix ou éteindre le projecteur avant que d'autres preuves n'apparaissent. Mais Philippe l'a attrapé par le bras avec force et l'a tiré vers le bas. « Assieds-toi » a-t-il grogné bas et menaçant. « N'aggrave pas les choses, c'est trop tard. J'ai vu le poing de Thibault se serrer de haine, les jointures blanches. J'ai vu son regard chercher son père, implorant des instructions, espérant que le vieux dise un plan B pour échapper au désastre. Mais Philippe n'avait pas de réponse. Pour la première fois de la soirée, le grand Thibault Beaumont, le type plein de lui-même qui m'avait enfoncé le visage dans le gâteau, était maintenant paralysé de peur, regardant son plan parfait s'effondrer comme un château de cartes. Monsieur Delacroix est resté quelques secondes silencieux, laissant le poids de la révélation tomber sur chaque tête comme un coup de massue. Puis, il a baissé le ton jusqu'au murmure, et le micro a porté chaque syllabe jusqu'à la dernière table. Mais il y a encore une chose que vous devez savoir. J'ai des informations très importantes sur la véritable raison pour laquelle Thibault Beaumont a choisi justement Élodie pour se marier, et je vous garantis que ça n'a rien à voir avec l'amour, ni avec le hasard, ni avec une romance. La salle a plongé dans un silence de veillée funèbre, si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lampes. J'ai vu Thibault devenir encore plus pâle, si c'était possible, des gouttes de sueur perlant sur son front. J'ai vu Philippe se lever de sa chaise, alarmé, avec l'air de quelqu'un qui allait courir vers la scène pour essayer d'arrêter ce qui venait. Et j'ai vu Élodie se tourner lentement vers son mari, avec une question terrible naissant dans son regard,
comme un couteau pointé. Monsieur Delacroix m'a regardé depuis la scène et m'a fait signe de la tête, m'appelant à prendre la suite. Il avait préparé le terrain comme un chirurgien, lancé la bombe de mon identité, secoué les fondations du mensonge que les Beaumont avaient construit pendant des années. Maintenant, c'était à moi de porter le coup final. Je me suis levé de la chaise là-bas au bord de la cuisine, sentant mes jambes fermes comme jamais. J'ai marché vers la scène sans dévier, sans hésitation, sachant exactement ce que j'allais faire. Les invités m'ont ouvert le passage, comme si j'étais une personne complètement différente de celle qu'ils avaient vue être humiliée 1 heure plus tôt. Et ils avaient raison. Cet homme-là n'existait plus. Il était resté derrière, là-bas dans les toilettes de service. Mais le pire pour Thibault n'a pas été de me voir marcher décidé vers la scène. Le pire est venu juste après. J'ai monté les marches de la scène, sentant le poids de tous les regards collés sur moi, comme si c'était des centaines d'épingles plantées dans mon dos. Monsieur Delacroix m'a tendu le micro avec un léger signe de respect et a fait un pas sur le côté, me laissant la place au centre. Je suis resté là devant 200 personnes qui 1 heure plus tôt me voyaient comme un pauvre type digne de pitié et de moquerie et qui maintenant ne savaient plus quoi penser de ce qu'elles venaient de découvrir. Le silence était si épais qu'on pouvait entendre ma respiration sortir dans le système de son. J'ai regardé vers la table des mariés et j'ai trouvé le regard de Thibault immédiatement. Il était blanc comme un mort, la mâchoire serrée, les muscles du visage tressautants, les mains fermées en poing sur la table, prêtes à se battre. À côté de lui, Élodie me fixait avec un mélange de confusion profonde et de douleur déchirante qui broyait mon cœur. J'ai rempli mes poumons d'air, j'ai puisé du courage au fond de moi-même, et j'ai commencé à parler avec la voix la plus calme et contrôlée que j'ai pu trouver. « Je ne vais pas crier », ai-je dit fermement, clairement. « Je ne vais insulter personne. Je ne suis pas là pour faire un esclandre ni pour gâcher la fête. J'ai fait une pause pour m'assurer que tout le monde était attentif. Je suis là pour dire la vérité. Une vérité que j'ai gardée en silence pendant 20 ans pour essayer de protéger ma fille d'une douleur qu'à l'époque je pensais inutile. Mais je ne peux plus me taire. J'ai tourné mon visage directement vers Philippe tout en continuant. Il y a 20 ans, j'avais un associé qui s'appelait Philippe Beaumont, un homme que je considérais comme mon meilleur ami, presque un frère. Nous avons planifié ensemble ce qui devait être mon premier hôtel. Nous avons travaillé 3 années entières sur ce projet, jour et nuit rêvant de l'avenir, nous faisant une confiance aveugle. Jusqu'au jour où je suis arrivé tôt au bureau et où j'ai trouvé tout vide, les bureaux, les archives, les ordinateurs, tout avait disparu. Et Philippe avait disparu avec, emportant chaque document, chaque contrat, chaque signature que j'avais donnée. J'ai gardé mon regard planté sur lui tandis que je parlais. Il était raide sur sa chaise, comme une statue de pierre, le visage rouge de honte ou de haine, les yeux fixés sur la nappe, sans courage de me regarder. Philippe a falsifié ma signature sur un tas de papiers, ai-je continué la voix ferme. Il a payé un notaire corrompu pour certifier de fausses signatures. Il a gardé le projet entier que nous avions construit en 3 ans et a tout enregistré à son nom seul. L'hôtel dont j'avais rêvé et que j'avais conçu a été inauguré 1 an plus tard, mais avec son nom sur l'acte de propriété, pas le mien. J'ai entendu des murmures d'indignation se répandre dans la salle. Il m'a laissé à la rue sans argent, avec une dette énorme sur le dos, pendant que lui devenait millionnaire en utilisant mon travail. J'ai fait une autre pause. Je n'ai jamais exposé ça en public. Pas parce que j'avais pardonné, parce que je n'ai jamais pardonné, mais parce que quand j'ai eu la force et les preuves suffisantes pour l'attaquer, ma fille Élodie sortait déjà avec le fils de cet homme, et je n'ai pas voulu qu'elle paie pour les erreurs de son futur beau-père. Les chuchotements indignés ont commencé à parcourir la salle comme une inondation après un orage. J'ai vu des invités tourner la tête vers Philippe, avec des airs d'étonnement et de réprobation ouvertes, certains secouant la tête, d'autres avaient déjà le téléphone à la main, enregistrant chaque mot, prêts à tout mettre sur Internet après. Mais je n'avais pas encore terminé. J'ai regardé droit dans les yeux de Thibault, et j'ai lâché ce qui était coincé depuis que j'avais lu ces messages. Et vous, Thibault, vous avez continué l'héritage criminel de votre père de la pire façon possible.
J'ai vu son corps se raidir sur la chaise. J'ai vu les messages que vous envoyiez à votre père en parlant de moi. Je vous ai vu discuter du soi-disant héritage caché. Je vous ai vu tous les deux combiner comment vous alliez mettre la main sur tout mon argent quand je mourrais. Ma voix s'est durcie. Je sais parfaitement que vous n'avez jamais aimé ma fille, que depuis le premier jour, vous n'avez vu en Élodie qu'un billet d'entrée pour une fortune que vous pensiez que je cachais quelque part. Thibault s'est levé d'un bond essoufflé et a crié d'une voix désespérée, presque hystérique. C'est un mensonge. Il invente pour détruire mon mariage. C'est un vieux fou et aigri qui veut se venger parce que sa fille l'a abandonné. Sa voix s'est brisée au milieu, trahissant la panique. J'ai répondu avec un calme qui contrastait avec son désespoir. Ce n'est pas un mensonge, Thibault. J'ai toutes les preuves, chaque message avec jour et heure. Je peux les montrer maintenant, si nécessaire. Il a tourné le cou désespérément vers son père, cherchant un soutien, un geste, n'importe quoi qui puisse le sauver. Mais Philippe continuait à regarder le sol, immobile, vaincu. Alors, le regard de Thibault accourut vers Élodie, l'épouse fraîchement mariée, espérant qu'elle se range de son côté, qu'elle le défende contre son père. Seulement Élodie ne le regardait pas. Elle me regardait. Et dans ses yeux, j'ai vu que chacun de mes mots commençait à trouver sa place dans sa tête. J'ai baissé un peu le ton, et j'ai parlé directement à ma fille, laissant tout mon amour déborder dans ma voix. Élodie, mon amour, je suis désolé de devoir te raconter tout ça le jour de ton mariage. J'aurais 1000 fois préféré faire ça en privé, juste toi et moi, calmement. J'ai senti ma voix vouloir flancher, mais j'ai poussé en avant. Mais je ne pouvais plus rester muet, te regardant prisonnière de cet énorme mensonge. J'ai fait un effort pour retenir l'émotion. Thibault t'a bourré le crâne d'histoires mensongères sur moi pendant des années. Il a dit que je vous avais abandonné pour une autre femme, alors que la vérité est exactement le contraire. Les larmes brûlaient dans mes yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Je suis parti de la maison pour te protéger d'un procès de divorce sale, pour que tu n'aies pas à rester assise dans un tribunal glacé, à écouter tes parents se détruire. J'ai signé tout ce que ta mère voulait sans me battre, parce que je ne voulais pas te voir souffrir. Ma voix s'est étranglée, mais pendant chacune de ces 20 années, j'ai pensé à toi, ma petite. Tu m'as manqué chaque jour. J'ai prié pour toi chaque nuit. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Élodie, ruinant son maquillage de mariée. Et elle s'en fichait. Elle a porté sa main tremblante à sa bouche, essayant de retenir un sanglot. Je voyais dans son regard que chacune de mes phrases allait s'emboîter dans un endroit qui, pendant des années, était resté vide, des engrenages qui enfin tournaient. Alors elle a regardé Thibault avec une expression que je n'avais pas encore vue cette nuit. Ce n'était pas seulement de la tristesse, ni seulement de la douleur, ni de la confusion. C'était quelque chose de beaucoup plus froid, dur, dangereux. Le visage de quelqu'un qui vient de découvrir que la personne en qui elle avait le plus confiance dans la vie, avec qui elle vient de se marier, a menti sur absolument tout depuis le premier jour. Thibault a dû percevoir le danger dans ce regard, parce qu'il a essayé de lui prendre la main pour la calmer, pour garder le contrôle. Mais elle a retiré sa main d'un geste sec, comme si son contact lui brûlait la peau. Alors j'ai regardé droit dans les yeux de Thibault de là-haut sur la scène, et j'ai dit les mots que j'avais passé toute la nuit à avaler, les mêmes que j'avais répétés dans ma tête pendant que j'enlevais la crème de mon visage dans ces toilettes immondes. Vous vouliez mon argent, Thibault. C'était votre plan depuis le premier jour où vous avez rencontré ma fille, héritier de ce que vous pensiez que je cachais quelque part. Ma voix est sortie dure comme l'acier. Mais il y a une chose que vous n'avez jamais eue, et que vous n'aurez jamais, même si vous vous y efforcez. J'ai fait une pause chargée d'intention. Vous n'avez jamais eu le respect véritable de ma fille. Vous n'avez jamais eu son amour sincère. Parce que l'amour véritable ne naît pas sur le mensonge et la manipulation. L'amour se construit sur la vérité. J'ai soutenu son regard sans cligner. Et ça, Thibault le Beaumont, ça, je l'ai. Et vous ne l'aurez jamais. Ça ne s'achète avec aucun argent. Ça se gagne avec l'honnêteté, avec la vérité, avec des années de sacrifices silencieux. Et ça, vous ne l'avez jamais eu, jamais. Thibault a ouvert la bouche pour répondre, mais les mots ne sont pas venus. Il est resté là debout à côté de la table, l'air idiot, les bras ballants, me regardant de bas en haut avec un mélange de haine et de défaite qui, je l'avoue,
m'a apporté une satisfaction amère. Pour la première fois de la soirée, le grand Thibault Beaumont n'avait pas de réponse toute prête, pas de phrase arrogante sur le bout de la langue. Alors, j'ai entendu un son derrière lui qui m'a fait me retourner immédiatement. C'était Élodie. Ma fille s'était levée de sa chaise et fixait Thibault avec des yeux rouges d'avoir tant pleuré, mais secs maintenant, comme s'il n'y avait plus de larmes à gaspiller pour cet homme. Lentement, dans un geste calculé, elle a porté sa main gauche à sa main droite et a commencé à retirer l'alliance de son doigt pendant que toute la salle retenait son souffle. L'alliance est sortie avec un léger effort et est restée là dans sa paume ouverte. Elle l'a regardé quelques secondes, cet anneau d'or, comme si c'était un objet étranger, qui n'avait plus rien à voir avec elle, qui n'aurait jamais dû être accepté. Puis elle a marché d'un pas décidé jusqu'à l'endroit où Thibault était debout et a laissé tomber l'alliance sur la table sans cérémonie. L'or a frappé le bois et a fait un son métallique sec qui a résonné dans toute la salle comme un marteau rendant son verdict. Élodie l'a regardé durement et a parlé d'une voix ferme et claire qui a rempli ma poitrine de fierté paternelle. « Vous ne m'avez jamais aimé, Thibault. Jamais. Vous vouliez seulement ce que vous pensiez que mon père cachait. Vous m'avez utilisé depuis le premier jour. Sa voix n'a pas tremblé une seule fois. Mais je ne suis le trophée de personne. Je ne suis pas un billet de loterie à encaisser. Je suis une personne. Et ce que vous appelez un mariage est terminé. Terminé avant d'avoir commencé. » Thibault a essayé désespérément de sauver ce qui pouvait l'être. Il a levé les mains dans un geste ridicule de supplication et a commencé à bégayer. « Élodie, mon amour, calme-toi. Tout ça est un grand malentendu. Je peux t'expliquer. Je t'aime, tu dois me croire. Mais il n'y avait plus personne dans cette salle qui lui accordait du crédit. Les invités chuchotaient à voix basse, certains secouant la tête en signe de désapprobation, d'autres le regardant avec un mépris ouvert. Philippe restait assis, cloué comme un piquet dans le bois, sans courage de se lever ni d'ouvrir la bouche. Martine cachait son visage dans ses mains, sans regarder personne, voulant probablement disparaître. Et ma Élodie, courageuse, a tourné le dos à Thibault, sans plus répondre, et a marché vers la scène où j'étais, avec sa robe blanche traînant sur le sol derrière elle, comme la queue d'une comète retournant à son lieu d'origine. Elle a monté les marches lentement, mais fermement, et s'est arrêtée devant moi à moins d'1 mètre. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes chargés de tout, sans avoir besoin de mots. On aurait dit les retrouvailles de gens qui ont passé des années à marcher sur des routes différentes, jusqu'à enfin se trouver. Dans ses yeux, j'ai vu tout ce qu'elle n'avait pas dit en 20 ans. La douleur accumulée, la confusion qui avait consumé sa tête pendant si longtemps, le regret profond d'avoir cru à tant de mensonges sur son propre père sans me laisser parler. Et elle a dû voir dans les miens l'amour qui ne s'était jamais éteint, la patience de quelqu'un qui avait attendu ce moment sans savoir s'il arriverait un jour, l'envie désespérée de protéger, même si cela avait signifié rester loin. Alors, Élodie a fait un pas en avant, a comblé l'espace entre nous et m'a serré dans ses bras. Serré fort, enfonçant son visage dans ma poitrine, comme elle faisait quand elle était enfant, tremblant de sanglots qui venaient du fond de son âme. J'ai tenu ma fille dans mes bras avec force, sentant que quelque chose qui était déchiré et qui saignait depuis de nombreuses années commençait à se recoller, à cicatriser. Ma petite Élodie, la même qui disait que j'étais son roi quand je la mettais sur mes épaules pour me promener au parc, la même qui s'accrochait à mon cou à la porte de l'école et ne voulait pas me lâcher. Maintenant, adulte, elle était là à nouveau dans mes bras, pleurant contre ma poitrine, mouillant mon costume de larmes, répétant d'une voix en lambeaux « Pardonne-moi, papa, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi pour tout. » J'ai passé ma main dans ses cheveux doucement, de la même façon qu'autrefois, et j'ai murmuré à son oreille « Il n'y a rien à pardonner, mon amour. Rien. Je comprends parfaitement pourquoi tu as cru ce qu'on t'a dit. Ce n'était pas ta faute. Je l'ai serré plus fort. La seule chose que je veux, c'est que tu vives libre à partir de maintenant, que tu sois vraiment heureuse, que tu ne laisses plus jamais personne empoisonner ton esprit, et que tu saches que je serai toujours là, ma petite, toujours, quoi qu'il arrive.
J'ai entendu un brouhaha dans la salle et j'ai levé les yeux sans lâcher Élodie. Mon frère Pascal s'était levé de sa table et venait vers la scène avec un air complètement penaud, ayant l'air d'avoir quelque chose d'important coincé dans la gorge, mais ne sachant pas par où commencer. Je l'ai vu s'approcher, traînant le pas, s'arrêter au pied de l'escalier et me regarder vers le haut avec un mélange de honte et de demande de pardon affiché dans ses yeux embués. Il a ouvert la bouche plusieurs fois sans qu'aucun son ne sorte, jusqu'à ce qu'il commence enfin à bégayer avec la voix tremblante. « Gérard, mon frère, je ne savais rien de tout ça. Je te jure devant Dieu, je n'ai jamais imaginé que si j'avais compris ce qui se passait vraiment, j'aurais tout fait différemment. Tu dois me croire. » Sa voix a flanché au milieu de cette phrase pauvre et il est resté silencieux, attendant ma réaction, me regardant comme un chien qui sait qu'il a fait une bêtise et attend que son maître décide quoi faire. Je l'ai fixé pendant quelques secondes pesantes, sans lâcher un mot, laissant le silence parler pour moi. J'ai pensé à toutes les années où je l'ai aidé sans rien demander, sans attendre de merci. J'ai pensé à l'argent que je lui ai prêté quand il a tout perdu dans cette affaire foireuse, aux nuits passées à m'inquiéter pour lui et ses enfants, à la promesse que j'ai faite à notre père sur son lit de mort, de veiller sur mon petit frère, coûte que coûte. Et j'ai pensé à la façon dont il m'a rendu l'appareil, riant aux éclats à côté de l'homme qui était en train de m'humilier, trinquant la coupe levée avec le type qui venait de m'enfoncer le visage dans le gâteau, faisant comme si je n'existais pas pendant que je me lavais dans des toilettes de service. Finalement, j'ai parlé d'une voix froide, mais contrôlée. « Pascal, le sang, on ne le choisit pas. Tu es mon frère, et tu le seras jusqu'au jour où je mourrai. Ça ne change pas. » J'ai fait une pause, mais la loyauté, on l'a choisie. Et aujourd'hui, tu as mal choisi. Tu t'es trompé gravement. Pascal a baissé les yeux vers le sol et n'a fait que hocher la tête lentement, avalant mes paroles comme le coup qu'elles étaient, comme la sentence qu'il méritait d'entendre. Il n'a pas essayé de se justifier parce qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour effacer ce qu'il avait fait. Il a tourné le dos et est retourné à sa table les épaules affaissées, la tête basse comme un homme qui vient de perdre quelque chose de très important et qui sait au fond qu'il ne le récupérera peut-être jamais. J'ai senti un pincement de tristesse en le voyant s'éloigner comme ça, vaincu et seul, mais pas un gramme de regret pour ce que j'ai dit. C'était la pure vérité, et il avait besoin de l'entendre. Peut-être qu'un jour plus tard, nous arriverons à recoller un morceau de cette relation de frères. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais d'autres priorités. Aujourd'hui, j'avais besoin de m'occuper de ma fille et de fermer une blessure ancienne qui saignait depuis bien trop longtemps. Monsieur Delacroix s'est approché de la scène avec ce pas élégant et m'a tendu une grande enveloppe Kraft qu'il avait à la main. « Ceci est pour vous, Gérard, a-t-il dit, inclinant la tête dans un geste respectueux. Là-dedans, il y a tout ce dont vous avez besoin pour la prochaine étape. » J'ai ouvert l'enveloppe avec la main tremblante d'anticipation et j'ai trouvé une liasse de papier, des documents juridiques pleins de sceaux et de signatures, une plainte formelle, complète contre Philippe Beaumont pour fraude commerciale, falsification de documents publics et privés, appropriation indue de biens. Tout décrit là avec une précision chirurgicale, date, montant, nom de témoin prêts à déposer. Monsieur Delacroix a expliqué à voix basse. J'ai engagé une équipe des meilleurs avocats il y a quelques mois pour monter ça. J'attendais le bon moment pour vous le remettre, Gérard. Et après cette nuit, après 20 ans d'injustice, je pense que ce moment est enfin arrivé. J'ai levé les yeux du papier et j'ai fixé Philippe Beaumont. L'homme qui m'avait tout volé il y a 20 ans restait collé à sa chaise comme s'il avait le corps paralysé. Le visage gris de peur, les yeux vides, regardant dans le vide, avec la certitude claire que le temps de l'impunité était terminé, plus l'ombre de ce sourire suffisant de quelques heures plus tôt, quand il trinquait la coupe pleine à la table d'honneur. Il ne donnait plus de tapes dans le dos de personne, ne racontait plus d'anecdotes. Il ne se vantait plus de son fils gagnant. Maintenant, ce n'était plus qu'un vieux effrayé, pathétique, voyant la vérité le rattraper après 2 décennies de fuite devant les conséquences. J'ai gardé mon regard sur lui pendant quelques longues secondes, silencieuses, faisant bien comprendre ce qui allait arriver. Puis j'ai plié le document avec soin, je l'ai rangé dans la poche intérieure de ma veste,
et j'ai tourné le dos. Avocat, audience, justice. Du temps, c'est ce qui n'allait pas manquer. À ce moment-là, j'avais quelque chose de bien plus important à faire. J'ai descendu les marches de la scène avec Élodie, fermement accrochée à mon bras, s'appuyant sur moi comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qui s'était effondré en quelques minutes. Les invités nous suivaient d'un regard silencieux, certains avec un air d'admiration véritable, d'autres avec une curiosité curieuse, presque commère. La plupart encore sonnaient, essayant de digérer tout ce qu'ils avaient vu et entendu. J'ai vu Martine debout près de la table quand nous sommes passés, pâle comme du papier, les lèvres serrées en une ligne fine, me fixant avec une expression étrange, comme si elle voyait un homme qu'elle n'avait jamais connu. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire après tant d'années. Elle avait fait ses choix il y a 20 ans. J'avais fait les miens. Maintenant, chacun allait porter le poids de ce qu'il avait choisi jusqu'à la fin. J'ai continué à marcher sans m'arrêter, vers la porte de la salle, avec ma fille appuyée contre mon épaule, sentant sa chaleur collée à moi, sentant qu'enfin, je l'avais retrouvée. Nous sommes sortis ensemble dans l'air frais de la nuit et pour la première fois en des heures, j'ai respiré profondément, remplissant mes poumons de liberté. Le ciel était clair, couvert d'étoiles, brillant fort au-dessus des lumières lointaines de la ville, comme si quelqu'un avait jeté une poignée de diamants sur un tissu noir. Élodie ne lâchait pas mon bras, accrochée à 2 mains, comme si elle avait peur que je m'évapore si elle ouvrait les doigts une seconde. J'ai parlé d'une voix douce pleine de tendresse. « Tout va bien aller, mon amour. Je te le promets. Nous allons nous en sortir ensemble, toi et moi. » Il y a beaucoup de temps perdu à rattraper, je sais. Mais l'important, c'est que, maintenant, nous sommes du même côté, du côté de la vérité. Elle n'a fait que hocher la tête, sans un mot, serrant encore plus mon bras, disant par ce geste tout ce que sa voix n'arrivait pas encore à dire. J'ai vu une voiture noire, élégante, garée devant la salle, et j'ai reconnu immédiatement Henri, mon chauffeur de confiance, debout à côté de la portière du conducteur, les mains croisées devant le corps, plus de 15 ans à travailler avec moi, avec une loyauté absolue, et l'un des rares qui connaissait la vraie situation de ma vie et de mon argent. Il m'a vu sortir avec Élodie au bras et n'a fait qu'un bref signe de tête, sans question curieuse, sans commentaire sur mon apparence ou sur la jeune femme en robe de mariée à mes côtés. Il a simplement ouvert la portière arrière pour que nous montions, et après que nous nous sommes installés, il est allé au volant en silence professionnel, attendant les instructions. Avant de monter complètement, je me suis arrêté un instant et j'ai regardé le ciel étoilé une fois de plus, remplissant mes poumons d'air frais. J'ai senti que quelque chose de très lourd que je portais depuis des décennies se détachait enfin de ma poitrine et montait vers les étoiles. Il y a des moments où la pire humiliation de votre vie est justement le premier pas vers la vraie liberté. Si un jour on vous a traité comme si vous valiez moins que ce que vous valez. Si un jour on vous a humilié en public et qu'on vous a fait sentir que vous n'étiez personne, gardez une chose en tête. N'essayez pas de vous défendre en hurlant. Ne répondez pas par des insultes, ni par la main, ni par la violence. Défendez-vous avec la vérité. La vérité est l'arme la plus puissante qui existe, parce qu'elle ne se détruit pas avec des mensonges, ni ne se cache pour toujours, même si on essaie. Et si quelqu'un vous humilie devant tout le monde, si quelqu'un essaie de vous réduire à rien, ne désespérez pas, ne perdez pas foi en vous. Laissez le temps travailler, parce que le temps, toujours, met chacun à la place qu'il mérite. J'ai attendu 20 ans de ma vie pour que la vérité éclate, 20 ans de silence, de patience, de douleur avalée. Et quand elle est venue, je n'ai pas eu besoin de crier, ni de me battre, ni d'insulter. J'ai juste eu besoin de me tenir debout, devant tout le monde et de laisser la vérité parler. Et elle a parlé plus fort que n'importe quel cri. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous affronté la vérité, coûte que coûte? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un ou une situation que vous avez vécue, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement aide à apporter plus d'histoires comme celle-ci.